gars, il avait quoi, lui 4, 5 tomates, pas plus. Mais lui, des grosses, par contre. Bon, j'ai compris que c'est pas ça, le coup des tomates, ça va, je suis pas idiot, mais je sais pas comment vous dire, c'est un vrai savoir, quoi. C'est un vrai savoir. Ça pousse pas dans les bouquins, tu peux aller à la fac, tiens, mon œil, je veux dire, j'ai trouvé beaucoup plus difficile de réussir un truc comme ça que d'expliquer la crise de la démocratie de représentation dans une économie capitaliste financiarisée soumise à la dette. Enfin, ça c'est bidon, ça c'est finger in the nose. La première nana d'attaque te fait ça le premier soir, tu vois. Mais ça, réussir ça, balèze, c'est un vrai savoir. Puis alors le coup des tomates aussi, ça me foutait le cafard, parce que ça aussi, ça me faisait penser à ma période de colloque menteur, parce que à un moment, on s'était mis à quelques-uns à organiser des colloques de menteurs, des contre-vérités, notamment pour expliquer qu'il fallait arrêter avec la démocratisation culturelle, quoi. Faut arrêter ça. Faut arrêter de faire croire aux pauvres qu'ils sont pauvres parce qu'ils manquent de culture. Non, c'est pas ça le problème, quoi. Il faut fabriquer avec les gens de la culture, avec un petit C, pas avec un grand Q. C'est-à-dire de l'explication politique de la société, de ce qu'ils vivent, pourquoi ils le vivent, pourquoi ils sont là, il y en a qui sont là, comment ça marche, enfin, l'explication des inégalités. Enfin, et ça c'est fabriquer de la culture, ça s'appelle de l'éducation populaire. C'est fabriquer de la culture dans une logique de transformation sociale et politique. Et donc on leur disait, mais comme votre métier c'est de diffuser la culture des riches sur la tête des pauvres, on se doute que vous n'allez pas donner votre démission demain, vous n'êtes pas idiot. On va vous expliquer comment passer de la culture à l'éducation populaire. Enfin, si vous préférez de la culture avec un grand cul à la culture à un petit C, simplement, il va falloir être patient parce qu'il faut maîtriser plusieurs hypothèses. Comme un plant de tomate. Alors les gars, ils se méfiaient, ils disaient, mais ça va être long comment ton truc? Là, il faut repartir de la révolution. On dit, oh non, on va commencer plutôt. Alors on leur disait, ben non, si on repart pas de la révolution, on comprend rien à cette histoire de culture, parce que c'est là que ça se noue, le truc. On leur disait, ben écoutez, essayez, voilà, vous verrez bien. Alors, si vous voulez, il y a 10 branches à l'hypothèse. Hein, pour comprendre comment passer de la démocratisation culturelle à l'éducation populaire, ou à la démocratie culturelle, il faut maîtriser 10 hypothèses. Là, sur une salle de 100 personnes, à chaque nouvelle hypothèse, on regardait 10 personnes. Ce qui fait qu'on a toujours terminé à 0. Et on n'a jamais réussi à garder quelqu'un jusqu'au bout. Alors je vais vous le faire maintenant en raccourci. Et puis après, on ira boire un kir royal. Le plan de tomate. On expliquait que le début de toute cette histoire de culture, c'est la Révolution. Vous allez me dire, la Révolution française. Non. Ça, c'est déjà la deuxième branche. Non. La Révolution anglaise. 1750. La Révolution industrielle. Alors, on expliquait que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à cause d'une innovation technologique majeure, c'est-à-dire à cause d'une invention dans la façon de produire, de travailler, la vapeur. Et c'est toujours pour ça qu'il y a des révolutions dans l'histoire. La roue avait amené la civilisation agricole, et la vapeur amène la civilisation industrielle, et l'informatique est une révolution aussi, mais il y a des conflits là-dessus. On expliquait que la vapeur, je vais le dire en marxiste, puis comme ça ils comprendront avant, puis après je traduirai en français. On expliquait que la vapeur va bouleverser les rapports de production et les rapports sociaux liés aux rapports de production. Donc ça c'est du marxisme. En français ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant il fallait 30 personnes pour battre du blé, d'accord? Bah là il en faut une qui surveille la machine, et donc les 29 autres, ce qu'elles deviennent. Et donc on expliquait que, le deuxième phénomène marxiste, c'est l'accumulation et la transmission. Hein, j'accumule et je transmets. On expliquait que la vapeur va permettre quelque chose de tout à fait nouveau. Un phénomène d'accumulation et de transmission au mien. Hein, donc ça va créer... Tout le monde ne va pas pouvoir accumuler et transmettre. Et donc il va être possible
que ma vie, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, hein, pour la première fois, il va être possible que ma vie soit meilleure à la fin de ma vie qu'au début de ma vie. Premier grand changement, première révolution. Et que la vie de mes enfants soit meilleure que ma propre vie. Deuxième grand changement. C'est ça qui est en train de changer aujourd'hui. Parce qu'il n'est plus du tout évident que ma vie sera meilleure à la fin qu'au début et que la vie de mes enfants sera meilleure que ma propre vie. Et ça change tout le contrat social. Et donc l'ascension sociale. L'ascension. J'accumule, je transmets, j'accumule, je transmets. On m'en pique la moitié, hein, 50% pour prendre à la collectivité publique au moment de l'héritage, et je trouve ça très très juste. Ça, c'est une très grande loi de liberté publique, heureusement. Et Sarkozy voulait diminuer ça de 50 à 20%. Vous vous rappelez, il nous faisait le coup de la petite vieille qui veut léguer son pavillon. Pas du tout, François Pinault. Hein. Non. Vous voulez arrêter le capitalisme, vous supprimez l'héritage. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez plus accumuler pour transmettre, donc ça ne sert plus à rien d'accumuler au-delà d'une vie. Donc voilà, fin du capitalisme. Et donc on expliquait ça, et alors on expliquait que pour permettre ça, c'est-à-dire qu'il va falloir, parce que avec l'arrivée de la société industrielle, on va arracher des milliers de paysans à leur culture, ils n'ont plus de culture. On va les mettre sur des usines, sur des machines toute la journée. Ils sont totalement déculturés et ils vont mettre un siècle à se refaire une culture qui va s'appeler la culture ouvrière, en se posant des questions de nature culturelle, des questions d'éducation populaire, c'est-à-dire qui sommes-nous, enfin, la naissance d'une conscience de classe. Faut-il envoyer nos enfants à l'école de la bourgeoisie? Donc les ouvriers au XIXe siècle refusent d'envoyer leurs enfants à l'école de la bourgeoisie. C'est passionnant. Aujourd'hui. Et ils vont créer des syndicats, des mutuelles, ils vont créer la loi associative, ils vont créer plein de choses. Enfin, ils vont se refaire. La culture, je sais ce que c'est. Hein, la culture, c'est l'ensemble des stratégies qu'un individu mobilise pour résister dans la domination. Hein, une définition de l'ultra-gauche anti-ferroviaire. Et donc le problème, c'est que la société est complètement bloquée, c'est une société par an, hein, noblesse, clergé, tiers état. Vous pouvez pas. Si vous vous enrichissez, ça ne donne pas le pouvoir, donc ça ne supporte pas. Et puis surtout, vous êtes boulanger, vous ne pouvez pas dire tiens, je vais faire un cordonnier. C'est impossible, c'est des corporations. Il va falloir attendre la loi Le Chapelier pour faire péter ça. Deuxième branche de la tomate, eh ben, on va faire exploser tout le système, c'est-à-dire qu'en marxiste, on dit pour libérer les forces productives, on va créer, deuxième branche de la tomate, on va créer une société d'individus dotés de droits, et notamment du droit d'aller se faire exploiter librement, où ils veulent, quand ils veulent, donc les droits de l'homme. Vous connaissez les quatre principaux droits de l'homme décrétés à la Révolution française. En fait, il y en a un. Et puis trois corollaires. Hein. Je simplifie, hein, s'il y a des historiens dans la salle, c'est plus élaboré. Grosso modo, le droit fondamental que déclare 89, c'est le droit de propriété. D'ailleurs, la première devise, c'est liberté, égalité, propriété. Et après la mort de Robespierre, ils vont même dire, ils vont rajouter un article, la propriété est inviolable et sacrée. Sacrée. Et donc, vous allez me dire, la propriété, ça existait déjà. Enfin, on avait le droit d'avoir des sabots, un âne, une chaumière. Écoutez, soyez marxiste un peu, ça c'est la propriété d'usage, celle que l'on utilise. On s'en fout de celle-là, elle n'a jamais été interdite nulle part, même chez Pol Pot. Ce qui est décrété en 89, c'est la propriété lucrative, c'est-à-dire le droit de posséder un objet, un bien que vous n'utilisez pas mais qui vous ramène de l'argent, c'est-à-dire une entreprise, à titre privé. À l'époque, on disait une fabrique, après on va dire une usine. Bon. C'est ça, le grand. 1789 invente l'employeur, celui qui a le droit de vous embaucher, de vous licencier. Hein, c'est ça un employeur, comme il veut. Hein. Et 45, et ça c'est une autre conférence avec Bernard Fougeot, le réseau salarial, 45 commence à défaire ce droit, hein, en mettant en place la fonction publique, en maintenant un salaire pour des retraités, pour des chômeurs. Hein. Attention, 45 commence à défaire 89. Et là, le Parti socialiste, qu'on appelle les réformateurs, avec ses alliés de la droite et de la CFDT, ont commencé depuis Rocard à tout défaire, 45 ans. Mais c'est encore une autre conférence, celle que je fais avec Gaël, donc vous allez sur le DVD numéro 5.
5. Et donc, deuxième branche de la tomate, la Révolution française, celle qui va effectivement sortir le droit de propriété, la propriété lucrative, assortie de 3 droits corollaires: le droit de liberté, la liberté de faire ce que vous voulez de votre propriété. Je vous rappelle la définition du droit de propriété en français avec l'accent latin, c'est usi et abusi. Enfin, usi et abusi. Le droit d'user et d'abuser d'un bien. Si vous avez la Joconde, vous avez le droit de la brûler. Si vous êtes monsieur Michelin, vous avez le droit, l'année de vos bénéfices records, de licencier 5 000 à 7 000 personnes dans votre groupe, dans les quartiers de Clermont-Ferrand. Hommes et femmes, pères et mères de famille. Monsieur Jospin ne peut rien vous dire. Je crois que c'était Jospin à l'époque. C'est votre droit de propriétaire. Faites ce que vous voulez avec votre usine et les gens qui sont dedans. Je vous rappelle que la limitation de ce droit s'appelle le socialisme. C'est pour ça que je dis que les socialistes sont pas pour le socialisme. Donc, propriété, liberté, le droit de sûreté, c'est le droit qu'on protège votre usine contre des ouvriers qui voudraient s'en emparer. Et le droit de résistance à l'oppression, c'est le droit qu'on protège votre propriété contre des États qui voudraient s'en emparer. Je vous rappelle que M. Sarkozy, avant de se faire virer, était en train de négocier à toute vitesse le remboursement à la famille Renault des nationalisations de 1945, au nom d'un droit de propriétaire. Il n'y a pas eu le temps. Et donc ces 4 droits vont signer la naissance, la vraie naissance du capitalisme, capitalisme dans sa version industrielle. Arrêtez de vous faire dire, sans vous défendre, que le capitalisme a toujours existé, qu'il existe depuis que des mammouths s'échangent des coquillages. Ça, c'est une société de marché, donc il y a eu des sociétés de marché pré-capitalistes et il y aura des sociétés de marché post-capitalistes. Hein, le capitalisme est une forme extrêmement courte dans notre histoire, il a 200 ans. Et il y a des gens dans cette salle, j'en suis persuadé, ou leurs enfants qui vont voir, qui verront la fin du capitalisme. Je ne vous dis pas que ça va se passer tranquillement. Ça, c'est un autre problème, c'est la conférence de tenue. Mais ils ne vont rien lâcher, évidemment. Mais grosso modo, le capitalisme, c'est un système économique totalement imbécile, complètement mortifère, triste, bête. C'est le système le plus crétin qu'on ait jamais eu dans notre histoire. C'est un système économique qui tient en 3 mots. Le droit, c'est pour ça que la Révolution française arrive là. C'est d'abord un système juridique, le capitalisme. Le droit d'accumulation illimitée. Voilà, vous avez la définition du capitalisme, définition officielle, c'est le droit d'accumulation illimitée. Hein, je rappelle que la limitation de cette accumulation s'appelle le socialisme. Donc, non, vous ne vous enrichirez pas au-delà de... Voilà, ça c'est du socialisme. Et donc, troisième branche de la tomate, la culture. Ben, elle arrive là. La culture comme nouvelle légitimation des inégalités. Ben oui, parce que à faire tout péter et à laisser chacun faire ce qu'il veut, ça va créer des inégalités considérables qui ne vont plus être expliquées. Il va falloir les expliquer. Alors on va trouver une nouvelle explication. La caméra, je vais changer de côté. Je le fais lentement, parce que là je vais sortir du champ, et je sais, pour l'avoir fait, que c'est chiant. Et ma caméra, pour l'instant, filme le vide. Ça va les deux? D'accord. Avant la Révolution française, si vous étiez pauvre et qu'il y en avait un qui était riche, si vous étiez là dans le thermique et qu'il y avait l'autre avec son parapente de riche, là, c'était parce que Dieu le voulait. C'était plausible à l'époque. Vous avez un clergé pour vous expliquer ça, vous expliquer que Dieu, il s'est inventé un monde quand il a fait son SimCity, là, avec des riches, des pauvres, voilà, il a voulu ça. Mais 2 bonnes nouvelles, nous disait le clergé. Première bonne nouvelle, Dieu aime les pauvres. Et ça, c'est quand même cool. Et deuxièmement, il suffit d'attendre de mourir, on mettra le truc dans l'autre sens. Bon.
Après la Révolution, cette explication va prendre un peu de plomb dans l'aile et même un peu d'acier dans le cou. Et on va lui substituer une nouvelle explication qui est que si vous êtes pauvre et qu'il y en a un qui est riche, c'est parce que vous avez pas bien travaillé à l'école. Il va falloir attendre 1964 et un mec qui s'appelle Pierre Bourdieu pour démonter cette sinistre connerie. L'école reproduit les rapports sociaux, elle ne les modifie pas. L'école fait monter tout le système, elle rend tout le système plus productif, l'école. Ça monte, vous inquiétez pas. À condition que la structure sociale reste totalement inchangée. Ça, c'est le boulot de l'école. C'est de prouver que les Arabes sont génétiquement plus bêtes que les Français, que c'est pour ça qu'ils ont des mauvaises notes. Okay, comme l'a dit un ministre de l'Éducation, j'invente rien. Il a dit, je constate que les échecs scolaires sont massivement le fait des enfants immigrés. Traduit, l'école, elle est là. Si vous voulez, vous avez l'impression, par exemple, votre père était mineur de fonds et vous êtes caissière à Auchan, donc vous avez l'impression que votre situation s'améliore, que vous êtes plus riche que lui. En fait, vous êtes exactement au même niveau ICS, que vous êtes ouvrière, comme lui, tout pareil, il n'y a rien qu'à bouger. C'est juste que, voilà, vous faites un métier, vous n'êtes plus à la mine, vous êtes à la caisse, et vous n'avez pas confiance d'être ouvrière, mais ça c'est un autre problème. Hein. La disparition de la conscience de la classe ouvrière, c'est une catastrophe, tout le monde est classe moyenne. Je veux dire, vous demandez à une caissière à Auchan si elle est ouvrière, elle dit non, je suis classe moyenne. La classe moyenne à 1200 € par mois. Là, et donc l'école empêche de faire ça. Vous allez dire, c'est pas vrai, j'en connais. Oui. 1%. Entre 1 et 3% de fils d'ouvriers qui sortent de l'université. Attention, qui sortent de l'université dans les filières d'excellence avec un diplôme. J'en ai rien à foutre du nombre d'ouvriers en licence d'anglais, vu qu'il n'y a pas de riches là-dedans, d'accord, ils n'y vont pas. Sauf en Picardie, là c'est une filière d'excellence. Non, je vous parle des grandes écoles. Je vous parle de cette saleté de grandes écoles. 3% de fils d'ouvriers qui sortent, avec un diplôme, je m'en fous qu'ils rentrent. Ça, c'est Sarko, c'est Hollande, c'est l'égalité des chances, ça va. L'égalité des chances, c'est un oxymore. Vous savez ce que c'est? Soit c'est l'égalité, soit c'est les chances. L'égalité des chances, c'est la définition exacte de l'inégalité. L'inégalité, c'est l'égalité des chances. L'égalité des... Comme ça s'appelle égalité, alors c'est l'inégalité, ça... Voilà. L'égalité des chances, ça veut dire que pour le lièvre, comme pour la tortue, la ligne de départ est la même. C'est pour ça que les enseignants viennent tous, ils finissent tous dans des maisons de repos pour enseignants à écouter du Barbara sous la pluie. Ils sont dans une injonction paradoxale permanente, ça marche, tu vois. Et donc, empêchez-moi d'aller sur l'école, parce que c'est une autre... Il y a d'ouvriers en France, en proportion de la population active, dites un chiffre. 30%. 15. 23. 50. On a posé la question à des étudiants Bac plus 5 à Rennes 2, sciences de l'éducation. Et le sociologue qui leur pose la question, donc maintenant c'est raconté dans une revue de sociologie cet exemple, il a Bac plus 5, pas des truffes. Il leur dit au fait, il reste combien d'ouvriers en France aujourd'hui? Il y a combien d'ouvriers en proportion de la population active? Mais je veux une réponse pour tout le groupe. Je veux une réponse unique pour le groupe. Donc je vous laisse 10 minutes, vous délibérez. Ils discutent, ils rappellent le prof, Bac plus 5. Et ils lui disent, monsieur, voilà, on pense qu'aujourd'hui en France il y a 5% d'ouvriers. Vous voyez ce que c'est la classe en soi, la classe pour soi, la conscience de classe. Alors l'INSEE, qui n'est pas la LCR, c'est autre chose. L'INSEE nous apprend qu'il y a aujourd'hui 30% d'ouvriers en France, effectivement, soit 6 300 000 travailleurs. Travailleurs, tiens, c'est un mot qui a disparu, on dit salariés. Vous voyez la différence entre salarié et travailleur ou pas? Oui. Merci. Le travailleur, c'est une désignation active, c'est celui qui fabrique la richesse. Voilà.
qui permet de voir que le patron, c'est un parasite. Le salarié, c'est une désignation passive, c'est quelqu'un qui touche un salaire, c'est une feignasse. Le patron, c'est lui qui le nourrit. Peut-être arrêter de dire salarié, peut-être recommencer à dire travailleur, quitte à passer pour un peu Arlette Laguillé, c'est pas grave. Et donc, vous n'entendez plus parler de travailleurs. Vous n'entendez jamais parler de travailleurs immigrés, on entend les immigrés. Collaborateurs. Oui, en plus on dit collaborateurs. Ouais, absolument. On y viendra demain, tiens. Ah non. Même pas. On n'est pas Michel. Non, monsieur l'armée. Ça va. Et donc 3% de ces 30%-là vont sortir de l'université. 3% sur 30%. Et ils osent appeler ça l'égalité des chances. Ils osent appeler ça la démocratisation scolaire. Vous savez, là, je suis en train de partir sur une autre enfin. Je dis juste ça, mais nous faire passer la massification scolaire pour de la démocratisation scolaire, c'est se foutre de notre gueule, c'est nous prendre pour des bacs à douche. Vous savez ce que c'est l'école? C'est un entonnoir. L'école, c'est un entonnoir. Vous avez un certain nombre de personnes qui rentrent dans le système et vous avez une toute petite élite qui sort en haut pour nous diriger. C'est ça l'école. La démocratisation scolaire, parce qu'ils n'arrêtent pas de nous dire que depuis 50 ans, il y a eu une démocratisation des savoirs, une démocratisation scolaire. Ok. La démocratisation scolaire, ça aurait dû donner ça, regardez bien. C'est-à-dire vous avez 30% d'ouvriers en bas, je veux les retrouver en haut. Là, si on avait ça, si on avait 30% d'ouvriers dans les filières d'excellence, dans les grandes écoles, là, je dirais, respect, démocratisation. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait, c'est ça, regardez là. Ah, ça, c'est pas la même chose, ça. Ils ont fait rentrer de plus en plus de gens dans le système, à partir du plan Ballon, machin, Giscard, tout ça. Mais il y en a toujours autant qui sortent en haut. On dit l'école devient de plus en plus violente, elle génère sa propre violence. C'est la guerre, c'est un truc de fou. Puis là, au niveau du master 1, là, c'est un carnage. Hein. Bref, je ferme la parenthèse. Et donc quatrième branche de la tomate, on avance. On expliquait qu'on pouvait croire à cette ânerie dans une société de plein emploi. C'est-à-dire que dès que vous sortiez de l'école, quel que soit votre niveau scolaire, vous étiez aspiré par une entreprise. J'ouvre une parenthèse. C'était le plein emploi des hommes dans les années 60. Hein, les 30 glorieuses. Hein. Attention, nous sommes beaucoup plus près, dit Bernard Friot, du plein emploi aujourd'hui que dans les années 60. Hein. Attention. Puisqu'aujourd'hui, on est à 67%, je crois, de taux d'emploi de la population. Alors qu'on n'était qu'à 53% de taux d'emploi de la population dans les années 60. Parce que les femmes étaient toutes à la maison, avec les hommes qui travaillaient. Là, les femmes sont rentrées sur le marché du travail. Donc, on est beaucoup plus proche du plein emploi aujourd'hui. Il faut voir hein, les manipulations de... Attention, je ferme la parenthèse. Et donc, vous pouviez croire, quand vous étiez un garçon en tout cas, que quand vous sortiez de l'école, si vous étiez ouvrier et que votre copain était médecin, c'est parce que vous n'aviez pas tout raconté les leçons à la maîtresse commune. Vous auriez raconté pareil les leçons à la maîtresse, vous seriez médecin. Il se trouve que votre père est ouvrier et que le sien est médecin. Ça, c'est une coïncidence. Et donc, on expliquait qu'on pouvait croire à cette ânerie dans une société où il y avait du boulot pour tout le monde, en tout cas pour tous les hommes. Mais que ça ne marche plus dans une société de chômage structurel de masse. 10 au kir. Alors là, on était obligé d'expliquer ce qui crée le chômage structurel de masse. Mais là on perdait beaucoup de monde parce qu'il fallait expliquer la théorie de l'excès de culture. La quoi? La théorie de l'excès de culture. Nous sommes tous en excès de culture, tous ici. Hein. Le problème, c'est que la culture, c'est un piège à con. La culture, ça sert à nous définir en creux, en manque. C'est à ça que ça sert. C'est-à-dire qu'on pourra toujours expliquer votre situation sociale par votre niveau culturel. Toujours. Le problème, c'est que même quand vous aurez lu Proust et Gide, il restera à vous taper Dostoïevski. Si vous êtes de droite,
Cette explication vous convient, puisque la droite, c'est une attitude mentale qui consiste à penser que nous sommes individuellement responsables de notre situation. Il suffit de se sortir de là, de se bouger un peu, de se mettre un coup de pied au fesses, et puis ça va aller mieux. Okay, mais si vous êtes de gauche, là, ça ne marche plus. Si vous êtes de gauche, vous savez qu'il y a une organisation collective aux inégalités. Et donc, ce n'est pas du tout un problème de culture. Et en plus, si vous êtes de gauche, vous savez que nous sommes tous, grâce à l'école, en excès de culture par rapport à l'organisation du travail dans l'entreprise. Premier des droits de l'homme, propriété privée des moyens de production, on ne touche pas à ça. Appartient au patron. Nous sommes tous, grâce à l'école, surqualifiés par rapport à ce qu'on nous laisse faire. Pensez à votre boulot là où vous êtes, vous en savez plus que ce qu'on vous autorise à faire dans l'organisation de votre travail. Évidemment, si on vous lâchait ça, si on vous rendait l'organisation de votre travail, ben, il n'y aurait plus de chômage, puisque vous inventeriez, enfin, vous imaginez les ouvriers de Michelin Clermont-Ferrand, si on leur dit, vous avez une idée de quoi faire des milliards là? J'ai dit oui. Tout à fait. Ouais, plein d'idées. Et donc, bon, mais ça, vous connaissez ça, l'excès de culture, en gros, c'est la secrétaire trilingue qui arrive sur le marché du travail, puis qui va piquer, parce que pour le même salaire, elle va piquer le boulot d'une secrétaire monolingue, qui, elle, va piquer le boulot de la caissière au champ, qui va piquer le boulot de 2 personnes en bas. Pour une qui se casse dans le système, c'est 2 qui sortent, mais pas le temps de vous expliquer. Et de toute façon, cette secrétaire trilingue, on la laissera utiliser une seule langue pour coller des timbres toute la journée. Donc voilà. Et donc c'est ça qui crée le chômage de masse. Et là, on expliquait, 5e branche de la tomate, qu'une société de chômage structurel de masse va modifier la nature de l'action publique. 5e branche de la tomate. Calmez-vous. L'action publique dans les années 60, c'était facile. Quand vous étiez élu politique, ça consistait à distribuer la richesse économique sous forme de richesse culturelle pour produire de l'ascension sociale, de la richesse sociale. C'est-à-dire que ça consistait à faire sortir de terre des MJC, des médiathèques, des piscines, des MJC, des médiathèques, des théâtres, des bibliothèques, des médiathèques, des MJC, des centres sociaux. Distribuer la richesse économique sous forme de richesse culturelle pour produire de la richesse sociale. Dans une société de chômage structurel de masse, l'action publique va changer de nature. D'abord parce que si vous expliquez à Karim que s'il va à la médiathèque, ça va l'aider à trouver du boulot, il va commencer à avoir comme un doute. Alors pourquoi Karim? Ça c'est pas moi, c'est l'INSEE, qui a un CDI, un contrat de travail à durée indéterminée, pendant qu'il existe encore. Je me rappelle que les socialistes ont un mec qui s'appelle Macron. La droite n'aurait jamais rêvé, quoi. Et donc, qui a un contrat de travail à durée indéterminée, c'est-à-dire qui a un avenir en France? Qui peut se marier, pouvoir présenter des fiches de paye pour se mettre avec son mec ou avec sa copine, faire des gosses, acheter un frigo, changer de gosse, tout. Des hommes, ça c'est l'INSEE, des hommes plutôt que des femmes, entre 30 et 50 ans. En dessous de 30 ans, c'est trop jeune. Au-dessus de 50 ans, c'est trop vieux. D'origine française sur au moins 2 générations. Bien qualifiés, mais pas trop. Et tous les autres, c'est-à-dire la majorité de cette salle, compris moi, nous sommes considérés par l'INSEE comme population à risque. Risque de nous insérer sur le marché du travail. Marxiste rigole, il sait qu'il n'existe pas le marché du travail, mais ça, c'est une autre conférence. Et donc, c'est pas grave, parce que pour ces gens-là, alors donc si vous vous appelez Fatima, allez, un père algérien, un handicap. Vous êtes une femme, 2 handicaps. 26 ans, 3 handicaps. Bac plus 2, 4 handicaps. C'est pas grave, parce que pour vous, l'action publique va changer de nature. L'action publique va s'intéresser à vous. Elle va commencer à s'intéresser aux gens qui ne sont pas à l'emploi pour leur faire croire que c'est de leur faute. On appelle ça une action publique par dispositif. Dispositif de traitement social du chômage. Et donc, vous allez voir arriver des dispositifs pour les 16-18, pour les 18-25, pour les femmes de 18-25, pour les femmes de 18-25 issues de l'immigration, c'est-à-dire, et pour vous aider à améliorer votre employabilité, c'est-à-dire pour retrouver le chemin de l'emploi. Écoutez, le patronat français fait une offre gigantesque de millions d'offres d'emploi tous les jours, les gens ne la trouvent pas. C'est chiant. Et donc, on va vous mettre dans des dispositifs pour vous aider à être
hein, pour faire des ridiculums vidés et tout ça. Donc, vous aider à être un peu moins jeune, un peu moins vieux, un peu moins femme, un peu moins algérien, d'accord? Donc, évidemment, une action publique par dispositif, ça ne marche pas, puisque ça ne s'attaque pas à la cause du chômage, qu'est l'organisation du travail avec des milliards qui croulent dans tous les coins, ça s'attaque aux chômeurs. Ça ne marche pas. Et donc, 6e branche de la tomate, on expliquait qu'une action publique par dispositif, ça fout en l'air la démocratie de représentation. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train de vivre le moment historique d'effondrement de la démocratie délégataire. Plus personne ne croit à ce truc-là. Tout le monde sait que derrière, ce sont les lobbies, les transnationales qui commandent, les banques, etc. 71% des Français interrogés à la dernière élection présidentielle, 71%, ont affirmé qu'ils savaient que leur vote, Sarkozy ou Hollande, n'aurait aucune espèce d'incidence sur la politique. Ils ont eu vachement raison. Hollande nous a sorti Macron, 50 milliards au patron. Ils sont en train de tout péter, toute la protection sociale, ils sont en train de la péter. Et donc la droite, la gauche, enfin pardon, la droite. Oui, 81, c'est la droite au pouvoir. Nous disent depuis 30 ans, nous allons déclarer la guerre au chômage. Au bout d'un moment, le citoyen lambda se dit, marche pas leur truc. On va peut-être essayer autre chose. Et ça tombe vachement bien. 7e branche de la tomate. Vivendi se pointe. Et dit, donnez-moi les services publics. Donnez-moi le transport régional, c'est fait, c'est Veolia. Donnez-moi les maisons de retraite, c'est Veolia. Donnez-moi l'urbanisme, le parking, c'est Vinci, les autoroutes, tout ça va filer. Donnez-moi la télé, donnez-moi l'électricité, donnez-moi la flotte, c'est Bouygues. Donnez-moi l'éducation nationale, c'est la prochaine. C'est le gros morceau, 7 000 milliards d'euros, le marché éducatif européen. Là, il faut super gaffe. C'est Strauss-Kahn qui l'aurait privatisé, je pense, l'éducation. Je suis presque sûr de ça. D'abord, il avait commencé à le faire au FMI dans plein d'autres pays d'Europe. Il privatise toutes les éducations nationales. Ça, c'est 20 000 milliards d'euros, le marché éducatif mondial. Bon, c'est pas Strauss-Kahn, ça sera un autre, c'est pas grave. Les Américains nous ont sauvés 3 fois dans notre histoire, en 14, en 39 et en 2011 au Sofitel. C'est-à-dire, donnez-moi l'argent des services publics, donnez-moi l'argent de l'impôt, nom de Dieu. Qu'est-ce que c'est con de prélever l'impôt et de le transformer tout de suite en un service public, alors qu'on pourrait d'abord le faire passer par la case banque et qu'on pourrait le faire fructifier sur des marchés pour faire des milliards, jouer au casino avec donnez-nous l'argent public, on va rendre le service, allez, vous inquiétez pas. Il y aura de l'hôpital pour ceux qui peuvent payer, il y aura de la maison de retraite pour ceux qui peuvent payer, il y aura de la flotte 4 fois plus chère. Et alors, aux États-Unis, ça marche comme ça, c'est une grande démocratie. Quel est le problème? 8e branche de la tomate, là on expliquait qu'une attaque contre des services publics, c'est une attaque contre du salaire. Alors là, il restait 20 personnes, là, on les effondrait. Enfin, c'est parce que nous avons tous perdu le sens de ce qu'est le salaire, évidemment, parce qu'on n'en a rien à foutre des bagarres de 45. Mais si je vous demande c'est quoi le salaire, et que vous me répondez, le salaire, c'est l'argent qu'on me donne en échange de mon travail, eh ben non! Ça, c'est la moitié de votre salaire, ce qui va dans votre poche. Mais votre salaire, quand vous touchez 1 500 €, il n'est pas de 1 500 €, il est de 3 000. Puisque, qu'est-ce que vous faites des cotisations patronales? Qu'est-ce que vous faites du salaire indirect? On oblige le patron, s'il veut utiliser votre force de travail, à verser à quelqu'un d'autre que vous en échange de votre travail. Qu'est-ce que vous faites des cotisations patronales, de l'assurance? Qu'est-ce que vous faites des salaires qu'on maintient pour des retraités? Parce que c'est pas du salaire différé, c'est pas eux qui l'ont mis de côté, c'est du salaire maintenu. Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas pourquoi je m'énerve. Moi aussi je m'énerve. Ouais. Qu'est-ce que vous faites du salaire qu'on maintient pour des retraités, pour des chômeurs, pour des malades? Qu'est-ce que vous faites du salaire de la fonction publique? Toute la fonction publique hospitalière, elle est prise sur une ligne de votre fiche de paie, qui s'appelle l'assurance maladie, sur cette cotisation-là. Vous fermez ça, vous virez, vous allégez les charges sociales, vous virez du personnel, c'est arithmétique. Et donc,
les cotisations patronales que Sarko et Hollande appellent des charges sociales. Des charges. Si vous demandez à une petite vieille dans la rue si elle est d'accord pour qu'on augmente les charges, les cotisations patronales de quelques 0,1%, comme on l'a fait jusqu'en 91, avant que Rocard arrête ça, attention, les besoins de la Sécu étaient indexés aussi. Les cotisations patronales étaient indexées sur les besoins de la Sécu, donc c'était mécanique, il n'y avait pas de négociation, ça marchait tout seul. Rocard, il arrête le truc, il casse. Saint-Rocard. Donc à partir de ce moment-là, il y a un trou de la Sécu. Même maintenant, il est même abyssal. Ben, c'est sûr que si vous enlevez des recettes, ça fait un trou. Il suffit de les rétablir. Et donc, si vous demandez à une petite vieille si elle est d'accord pour augmenter de 0,1% les grandes entreprises qui ne payent pas leurs impôts comme Total et tout ça, elle va dire oh, ouais, je pense, ouais. Si vous lui dites vous êtes d'accord pour augmenter les charges sociales qui pèsent sur la compétitivité des entreprises françaises, elle va faire oh, bah non. Non, c'est embêtant, ils chargent. Tout ça, c'est des mots, quoi. Quand est-ce qu'on arrête de dire charge sociale C'est une cotisation patronale, on voit tout de suite ce que c'est, quoi. Plus clair. Ah oui. Bref. Et donc, il faut... où c'est que je suis ici? Je suis ça va, je suis assez loin, je peux le dire, parce que je suis assez lâche. Il faut être con comme un marin-pêcheur du Kilvinec. Pour applaudir quand Sarkozy leur enlève leur charge sociale, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on ne vous rappelle pas, on est en 2007, le prix du fioul augmente tellement que ça ne sert plus à rien de pêcher du poisson, donc les mecs s'énervent, ils ne gagnent plus un rond, tu vois, donc ils commencent à foutre le feu. Qu'est-ce qu'il fait Sarko? Vous croyez qu'il appelle Total, qui ne paye pas ses impôts en France nulle part, qui fait des milliards de trucs de délire, et vous croyez qu'il leur dit je baisse le prix du fioul? Mais non, pas du tout, au contraire, c'est génial. Il va au Guilvinec, il se fait un petit peu bousculer, c'est du théâtre, Puis il dit moi Sarko, je vous enlève vos charges sociales, vous n'aurez plus besoin de les payer. Et ces cons-là disent ouais, on a gagné, les maladies peuvent crever, l'hôpital de Carré, on peut nous le fermer, puis aussi la maternité. Ils font pas un cadeau quand ils enlèvent des charges sociales, ils rêvent d'enlever des charges sociales. Chaque fois qu'ils peuvent, ils baissent des charges sociales, puisqu'à chaque fois ça ferme un service public. Il faut le privatiser, il faut le filer à Veolia, il faut le filer à son frangin, Médéric machin, le frère de Sarkozy. Enfin, c'est génial. Les mecs qui vous disent il faudrait maintenant prendre des assurances privées, la retraite, pour ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Ils nous font racheter notre salaire indirect avec notre salaire direct. Vous allez dire waouh, ils sont forts. Non, on est cons. Et donc, 9e branche de la tomate, on expliquait que si on ne veut pas d'une société où tout va devoir se vendre, tout va être marchandise, la culture, la santé, faut arrêter de faire croire aux pauvres qui sont pauvres parce qu'ils manquent de culture, faut arrêter là. Je veux dire, c'est pas ça le problème. Il faut fabriquer avec les gens de la culture, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut mettre autour d'une table. Alors là, vous pouvez utiliser, oui, des moyens culturels d'expression, la vidéo, le théâtre, l'écriture, tout ce que vous voulez, le cinéma, mais il faut mettre autour d'une table des agents d'une mission locale pour l'emploi qui savent qu'ils n'ont jamais inséré personne d'autre que eux-mêmes, d'accord? Avec des jeunes qui savent qu'on va les faire tourner dans des dispositifs pour des boîtes de formation privées qui servent strictement à rien, leur faire des ridiculums vités, des conneries comme ça, des élus politiques qui savent qu'il n'y a pas d'emploi, on ne peut pas l'inventer, il n'existe pas, ils ne sont pas idiots non plus. Et puis des citoyens, je veux dire, tout le monde sait, personne n'est dupe, vous rigolez ou quoi? Et donc il faut réunir autour d'une table pour fabriquer de la culture avec ces gens-là, c'est-à-dire de l'explication, de l'analyse à partir de ce qu'ils vivent comme agents d'une administration, comme usagers, comme citoyens, et redétricoter tout le système jusqu'à la révolution. Quoi d'autre? Et là, il restait une personne. Et on la finissait avec la 10e branche. Parce qu'on disait, alors c'est formidable, parce que cette définition de l'éducation populaire comme travail de la culture dans la transformation sociale et politique, est exactement la définition que proposait Paul Ricoeur, qui est un philosophe chrétien de gauche, qui vient de mourir il y a 2-3 ans. Parce que Paul Ricoeur est un des seuls qui a pensé la démocratie comme procédure et pas comme valeur, si vous voulez. Parce que si je vous demande c'est quoi la démocratie,
vous n'avez pas réfléchi trop, vous allez me dire, bah, alors soit vous allez me sortir une formule bébête, du genre c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, autour du peuple. Merci. Soit vous allez dire la démocratie, bah, c'est la liberté d'expression. Ah, d'accord. Donc, non. Non, la liberté d'expression n'est que le premier temps du processus démocratique qui en compte 4 selon Paul Ricoeur, à savoir que Ricoeur nous disait est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c'est-à-dire traversée par des contradictions d'intérêts. Mon intérêt n'est pas votre intérêt, mais qui se fixe comme modalité obligatoire d'associer à part égale chaque citoyen dans l'expression de ses contradictions, ok, liberté d'expression, l'analyse de ces contradictions. Il y a déjà beaucoup moins de monde là. Vous aurez des subventions du service jeunesse si vous êtes une MJC ou un centre social pour que des jeunes s'expriment dans des textes de rap sexistes, misogynes, orduriers contre les institutions. Fuck la police, nique ton mère. Vous aurez des subventions pour ça, au nom de la liberté d'expression. Puis là, vous dites, moi je suis un démocrate, j'ai permis aux jeunes de s'exprimer. Vous avez fait que dalle. Vous avez fait que le premier temps. Gardez-les, les jeunes. Je peux vous raconter, on l'a fait. Gardez-les. Dites, reviens. Reprenons ton texte. Faisons de l'analyse politique maintenant avec ça. Et là, vous me dites combien vous avez comme subvention. Allô, la MJC? Oui, c'est le service jeunesse à l'appareil à la mairie. Vous faites quoi là cet après-midi avec les jeunes? De l'analyse politique. Oui, vous pouvez passer au deuxième étage là? Expression, analyse, la délibération de ces contradictions. Ah, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec votre représentation du monde et des intérêts. Okay. Donc, expression, analyse, délibération, en vue d'arriver à un arbitrage de ces contradictions. Ça, c'est pas nous, c'est le politique. C'est pour ça qu'il est élu. Il doit arbitrer entre des intérêts. Il ne doit pas les résoudre, les contradictions. Une contradiction ne peut pas être résolue. Hein. C'est impossible. Sans ça, on serait dans une société de type fasciste. Elle ne peut être qu'arbitrée momentanément. Et il faut remettre sans arrêt cet arbitrage. Hein. Un exemple de contradiction résolue, il n'y a pas de prostitution en République populaire de Chine. Voilà, fin de la contradiction.